Bonsoir à tous et bienvenue dans Chaque Voix compte sur LCP Canal 8. Nous sommes ensemble pour une heure de décryptage et de débat en direct de l'Assemblée nationale avec pour m'accompagner ce soir la journaliste économique de France Info Fanny Guinochet. Bonsoir Fanny. Bonsoir. Et Laurent Guimier. Bonsoir Laurent. Bonsoir Adeline. Merci à vous deux d'être là. C'est parti pour le sommaire de Chaque Voix compte. Avec à la une ce soir, la France est-elle en train de rater sa réindustrialisation alors que débute la semaine de l'industrie et que le sommet de Choose France s'est tenu hier dans une version plus petite et réservée aux patrons français. Question ce soir sur l'état de l'usine France. Nous en parlons avec Olivier Redoulès. Vous êtes économiste et directeur du pôle études chez Rexecode. Bonsoir. Bonsoir et merci d'être là aux côtés d'Aurélie Trouvé. Députée LFI, vous demanderez demain la nationalisation d'ArcelorMittal et vous allez nous dire pourquoi. Et puis Vincent Charlet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes délégué général du think tank La Fabrique de l'Industrie. Merci d'être là. Nous serons aussi tout à l'heure en direct avec Guillaume Gibault. Vous savez, c'est le patron du slip français. Et puis Fanny Guinochet, que vous inspire ce thème de la réindustrialisation de la France ce soir? Eh bien, on va voir les vrais chiffres des fermetures et des ouvertures d'usines. À suivre à 20h05, quelle histoire avec Laurent Guimier? Et l'affaire Epstein, cette affaire qui secoue l'Amérique depuis des années, je vous explique pourquoi Donald Trump ne peut pas se dépêtrer de ce scandale. Dans la deuxième partie de Chaque Voix compte, à 20h10, place à la question qui fâche. Faut-il mettre à contribution les retraités les plus aisés? Ok, boomer, on en parle tout à l'heure avec Nicole Dubré-Chirat, députée Ensemble pour la République du Maine-et-Loire, Yannick Monet, député communiste de l'Allier, et Éric Michou, député UDR de Saône-et-Loire. À 20h30, Bourbon Express, le journal de l'Assemblée nationale présenté ce soir par Valérie Brochard. Nous attendons bien sûr vos réactions ou vos questions en flashant le QR code qui s'affiche ici. Voilà pour le menu de ce soir. Installez-vous confortablement. Chaque voix compte. C'est parti. C'est une vidéo d'à peu près 7 minutes et pour tout vous dire, en la visionnant hier soir, on a failli se dire « Allez, on annule notre émission sur la désindustrialisation de la France parce qu'en fait, tout va bien ». Depuis 8 ans, nous avons engagé un combat que beaucoup pensaient perdu, celui de la réindustrialisation du pays et de l'attractivité. On disait que l'industrie était derrière nous, que remettre les usines en marche était impossible, pourtant nous l'avons fait. Nous avons en effet stoppé 12 années d'hémorragie, 12 années durant lesquelles, chaque année, on a fermé plus d'usines qu'il n'en ouvrait. Depuis lors, nous avons rouvert 300 usines, avec donc plus d'usines ouvertes que d'usines fermées. Alors, Emmanuel Macron s'exprimait avant un dîner des patrons de Choose France à l'Élysée. Il se trouve, Fanny Guinochet, que vous étiez sur place. Et pas de doute, à ce dîner, le verre d'Emmanuel Macron était bien à moitié plein, hein. Effectivement, le président était volontariste, positif face à ce parterre de patrons. Alors, il y avait à la fois des grands patrons, des plus petits, EDF, ST Micro, et puis des entreprises, des ETI, vous savez, ces entreprises familiales, souvent qui sont dans les territoires et qui font vivre aussi un tissu de sous-traitants. Et effectivement, le chef de l'État s'est adressé à eux de façon très positive. D'ailleurs, il avait invité en début de dîner des exemples de réalisations françaises qui ont bien fonctionné, que ce soit la reconstruction de Notre-Dame ou les JO qui ont été faits en temps et en heure, sans dérapage. Au Laker. C'était cocorico, au Laker, on sait faire malgré toutes les difficultés de normes, les difficultés juridiques, budgétaires. Et tout le discours du chef de l'État, c'était à l'image de ce que l'on a un petit peu entendu, c'est possible, il faut y croire encore, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de fatalité, on est bon, il faut que l'équipe France se remobilise, fasse des compromis aussi. C'était un petit appel au patron, mais on voyait un peu derrière ce qu'il se dessinait. Voilà, c'était vraiment, on va y arriver et il n'y a pas à rougir du bilan. Oui. Effectivement, le bilan, il est bon et il n'y a pas de raison. Alors, il a donné aussi un autre exemple, par exemple, hein, le nucléaire, la filière du nucléaire, en disant, eh bien, quelques années, la filière du nucléaire en France était par terre, ou en tout cas, on avait perdu des talents. On a relancé cette filière. Aujourd'hui, on attend les nouveaux réacteurs dernière génération. Le spatial, la France se positionne. La défense. Voilà, la défense. Alors, évidemment, il n'a pas parlé des secteurs qui vont moins bien. Voilà, alors justement, tout à l'heure, Fanny, vous allez nous parler des vrais chiffres, des ouvertures et des fermetures d'usines. Mais Olivier Redoulès, vous partagez l'enthousiasme présidentiel ?
Je pense qu'il faut regarder effectivement les chiffres. Alors j'espère ne pas trop anticiper, mais il y a un petit baromètre qui est sorti aujourd'hui, que Rexecode a publié avec, mais c'est surtout la Société d'encouragement de l'industrie nationale, et en fait qui donne, c'est un vrai tableau de bord sur ce qui s'est passé au cours de ces dernières années, et ça nous permet grosso modo de mesurer où on en est. Ce que l'on voit, c'est que on a stoppé sans doute la réindustrialisation. C'est un constat que faisait la direction générale des entreprises. On a stoppé la désindustrialisation. Excusez-moi pour le lapsus, mais ça va malheureusement dans les deux sens. Le même lapsus qu'a fait, il me semble, Roland Lescure hier. On ne s'est pas concerté. Mais ce qui est sûr, c'est que ce qu'on voit, une série d'indicateurs sur l'emploi industriel, la part de la valeur ajoutée industrielle française, de la valeur ajoutée industrielle européenne, si on regarde aussi la part des exportations industrielles françaises et des exportations françaises européennes, on voit qu'on a arrêté de baisser. On n'a pas forcément encore eu de franc redémarrage. Mais colmater les brèches, permettre de stabiliser la situation, c'est déjà un progrès en soi. Alors certes, on peut déplorer que le résultat ne soit pas plus encourageant, mais de fait, il y a quelque chose. Ensuite, là, ce qui est sûr, c'est qu'en termes de perspective, l'industrie fait face à des vents contraires. Alors d'abord des vents internationaux, et ça ne touche pas que l'industrie française, ça touche l'industrie européenne, qu'on pense au prix de l'énergie, qu'on pense aux surcapacités chinoises, qu'on pense même à la hausse des coûts de financement mondiaux. Ça, c'est quelque chose qui nous touche tous. Et puis, on a aussi des sujets français. On a un débat budgétaire dont on a du mal à voir comment on va en sortir sans trop abîmer l'économie. Alors Aurélie Trouvé, il est dans le déni, Emmanuel Macron, quand il parle de cette façon aux patrons français qu'il réunit? Je pense que c'est de la désinformation totale. Et je vais vous dire, quand je parle avec des patrons français de l'industrie, eux-mêmes tirent la sonnette d'alarme. Donc c'est grave d'avoir un président de la République qui ne reconnaît pas tout simplement la désindustrialisation effectivement du territoire. Et j'ai vu quelques bribes de votre rapport. Ce qui est montré quand même, c'est qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins d'usines en France. On a maintenant moins de 10% du produit intérieur brut qui est industriel, alors qu'on est encore à 15% en Italie, 18% en Allemagne. C'est 444 plans sociaux en 1 an et demi, 100 000 emplois menacés. Et ce qui est plus grave, et que vous montrez bien, c'est qu'il y a une chute des investissements productifs, notamment, vous dites, sur les robots. Il y a une chute, par exemple, de l'investissement en robots. Et en l'occurrence, je pense que surtout, le président Macron a voué l'industrie quelque part à la finance. On le voit avec Novasco, justement. Alors, on va y venir. Novasco, comme Erastil hier, c'est dans un cas 550 emplois supprimés, dans l'autre 150 emplois supprimés. Dans les deux cas, c'est deux fonds spéculatifs. On savait pour Greybull Capital et Novasco que ça allait être un désastre. L'État non seulement n'a rien fait, n'a pas contrôlé. Pourquoi a-t-il autorisé cette prédation? Vraiment, il y a un... On va venir au cas précis de Novasco. Je voulais interroger Vincent Charlet. Comment les patrons réagissent quand ils entendent Emmanuel Macron repeindre la carte industrielle française en rose comme ça? Je pense qu'ils connaissent bien la situation de terrain. Mon point de vue est un peu plus mesuré. L'industrie, dans tous les pays occidentaux, États-Unis compris, avait perdu de nombreux emplois jusqu'en 2010-2012. L'hémorragie, elle s'est arrêtée à ce moment-là. Et le début d'une reconstruction progressive des emplois industriels, c'est 2012 à 2015, suivant les pays dont on parle. J'ai lu énormément de choses, je n'ai pas vu quiconque capable d'expliquer pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Pourquoi est-ce que l'hémorragie s'est arrêtée? Pourquoi est-ce qu'aux Pays-Bas, en Belgique, en France, on a pu... Il y a un mouvement de repli des chaînes de valeur en partie vers l'Europe. Il y a quelque chose comme ça. Mais est-ce que ça explique l'ensemble de ces créations d'emplois industriels? Et sur ce point, je donne raison au président. De 2015 à 2024, l'industrie a créé des emplois. Pas assez pour réindustrialiser le pays en termes relatifs, mais elle a créé des emplois. Ça s'arrête. On va vers une période plus sombre là-dessus, je suis parfaitement d'accord. Il ne s'agit pas d'un déni d'affirmer que l'hémorragie a été stoppée pendant cette période-là. La question est de savoir d'où ça vient et est-ce qu'on peut renouveler l'exploit. Alors Aurélie Trouvé en parlait il y a quelques instants, quelques heures avant le discours d'Emmanuel Macron. Il se trouve que les salariés de Novasco, ex-Ascométal, apprenaient que 3 des 4 sites de l'aciériste étaient promis à la liquidation, avec 549 emplois supprimés. La plus grande usine Novasco de France, elle se trouve en Moselle, à Agondange. Elle va fermer. Reportage au pied des fourneaux aujourd'hui, signé Dario Borgogno et Mathilde Boucher. Un bûcher funéraire érigé par les employés de Novasco. Un enterrement presque familial pour plusieurs ouvriers. Depuis 1998, je suis ici. J'ai mes grands-parents qui ont travaillé ici. Mon père a fait toute sa carrière ici. En étant jeune, je partais avec les colonies de vacances du CE d'ici déjà.
Donc on se connaît tous. On est jetés comme des malpropres avec rien. Un fiasco pourtant annoncé. Kader travaille ici depuis 31 ans. Il a vu son aciérie s'effondrer petit à petit. À l'époque, on avait 2000 personnes qui travaillaient sur le site. J'ai connu ça. Et tous les ans, ça diminuait. Là, on n'était que 450. Et tout ce qui est à côté, tout ce qui gravitait à côté, tout ça est parti. Dans une paire d'années, il n'y aura plus rien. Tout notre savoir-faire, notre patrimoine, tout ça part en fumée. La liquidation judiciaire est désormais prononcée. Il n'y a plus aucun espoir. L'État aurait pu faire mieux. Il aurait pu nationaliser. Et c'était une des pistes. Ils ont choisi de ne pas le faire et de nous laisser sur le carreau. Donc l'avenir, il n'est plus ici, il sera de l'autre côté de la frontière. Ce sera au Luxembourg, ce sera en Allemagne, mais ce sera, pour moi, l'industrie, ce sera sans doute plus ici. Et peu importe maintenant les discours au sommet de l'État, ces employés comme Nicolas, opérateur depuis 20 ans ici, ne les écouteront pas. Ça aurait dû se finir autrement. On nous parle sans arrêt de réindustrialisation, de décarbonation, d'écologie. Tout ça, tous ces sujets-là, notre usine y répond. C'est une vaste hypocrisie. Ces gens-là ne croient aucunement aux mots qu'ils professent à droite et à gauche. Ce sont les fossoyeurs de l'industrie. L'acier est mort ici, l'acier est mort en France. Ces salariés attendent encore leur lettre de licenciement. Elle devrait arriver courant décembre, juste avant les fêtes. Vincent Charlet, comment on en est arrivé là ? Le secteur de l'acier est en grande difficulté et de plus en plus grande difficulté en France et en Europe. Il y a plusieurs explications à cela, mais les premières qui me viennent en tête, ou qui sont à mon avis les plus importantes, ce sont les surcapacités chinoises. Le régime chinois entretient un secteur de l'acier dans des proportions qui sont injustifiables. Non seulement son mode de soutien est, on va dire, non coopératif à l'échelle mondiale, mais il entretient des surcapacités pour casser les prix et inonder les marchés. Donc c'est ce qui se passe. En clair, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que la tonne d'acier qui se négocie en ce moment à Shanghai, elle est tellement moins chère que celle qui sort des hauts fourneaux, par exemple, en Europe, qu'ils pourront bien payer 200 € d'ajustement carbone à la frontière, ça les rendra toujours moins cher. Donc c'est quand même le premier problème. Deuxièmement, en Europe, les secteurs industriels font face à une énergie plus élevée qu'ailleurs, plus élevée qu'avant, et ce problème est durable. Ça pénalise tous les secteurs qui sont en amont, à commencer par l'acierie, et puis peut-être qu'on y reviendra, mais il y a un schéma d'ensemble, une trajectoire de décarbonation qui est imparfaite, pour dire le moins, c'est-à-dire que tous les effets de bord n'ont pas été anticipés, et aujourd'hui, l'équation ne tient pas. Mais 4e redressement en 11 ans pour Novasco. 200 millions d'euros d'argent public injectés dans cette entreprise. Il y a un sujet pour vous, Aurélie Trouvé, autour des fonds d'investissement. Vous parliez tout à l'heure de ce fonds d'investissement britannique qui s'appelle Greybull, qui avait repris donc, le site Novasco et qui n'a pas tenu ses engagements. Je crois que le gouvernement le traite de repreneur voyou, d'ailleurs. Je vous annonce, on l'a déposé aujourd'hui, que je serai rapporteur de la commission d'enquête de la France Insoumise, c'est son droit de tirage, sur justement les fonds spéculatifs et leur prédation des capacités productives françaises. Parce que, voyez-vous, aujourd'hui, c'est une grande partie des capacités productives qui sont accaparées, captées par ces LBO, ces fonds de retournement qui demandent jusqu'à 25% de taux de rentabilité et qui, pour un grand nombre, rincent les boîtes qu'ils récupèrent, se gavent dessus pour verser aux actionnaires, puis partent, c'est le cas de Greybull. Mais Greybull, ils ont repris Novasco l'année dernière, donc le dossier, il est récent. Oui, mais comment se fait-il que l'État... Mais je pourrais vous parler de Mutares, je pourrais vous parler d'Alpha Blue Océan avec Europlasma, je pourrais vous parler de beaucoup de fonds spéculatifs. La France, sachez-le, est la première cible mondiale comparé à son économie. C'est la première cible mondiale pour les fonds spéculatifs. Donc on a un vrai gros sujet, un problème de contrôle de la part de l'État. Et d'ailleurs, je vais aussi enquêter sur les responsabilités des acteurs publics et privés. Mais maintenant, je veux répondre sur la question de l'acier, parce que aujourd'hui se pose une question, effectivement, puisque tout l'acier français, je veux dire, et européen d'ailleurs, est en crise. Moi, je pose la question, est-ce qu'on peut se passer de production d'acier? Je rappelle que l'Europe politique, elle s'est d'abord construite sur le charbon et l'acier. Pourquoi on considérait qu'en fait, on ne pouvait pas se passer de production d'acier? Parce que regardez, tout autour de nous, c'est de l'acier. L'industrie automobile, navale, de défense, aéronautique, etc., c'est de l'acier. Qu'est-ce qui se passe si demain, eh bien, l'industrie doit s'approvisionner sur des marchés internationaux avec des risques de rupture d'approvisionnement? Je considère
que la souveraineté en matière de production sidérurgique, elle est essentielle. Et j'arrive au problème de Novasco comme aujourd'hui d'ArcelorMittal, parce que ArcelorMittal, voyez-vous, c'est 2/3 de la production d'acier français, d'accord? Eh bien, ArcelorMittal, aujourd'hui, est en passe de délocaliser la production. Alors, il se trouve que demain, c'est la niche de la France Insoumise en commission et vous allez défendre la nationalisation d'ArcelorMittal. Parce que pour vous, c'est la seule solution envisageable? Et ça fait maintenant des mois que nous travaillons sur ArcelorMittal. Nous sommes alertés par les salariés d'ArcelorMittal notamment, parce que tout simplement, ça se joue dans les mois à venir. C'est-à-dire, on a parlé de décarbonation. S'il n'y a pas de décarbonation qui est faite dans les mois à venir, je pèse mes mots, la production d'acier d'ArcelorMittal est condamnée. Tout simplement parce que le PDG l'a dit lui-même, sous serment aux commissions d'enquête, en 2030, 1er janvier 2030, tout acier brun ne sera plus rentable. Donc, ça sera fini. Or, si on n'investit pas maintenant dans la décarbonation, ça ne sera pas prêt dans 4 ans. Donc, ce que je veux dire, ArcelorMittal refuse obstinément d'investir, mais des conditions, toujours des nouvelles conditions, alors même que l'Europe vient de décider d'une très forte augmentation des droits de douane, donc il a une partie de ces conditions remplies. Eh bien, il refuse obstinément d'investir. Donc, à un moment donné, il faut que l'État prenne ses responsabilités. Olivier Redoulès, la nationalisation, ça peut sauver ArcelorMittal ? Je ne sais pas, ce qu'on observe d'une certaine façon, alors après, il y a chaque entreprise a un cas particulier, mais on voit bien qu'on ne trouve pas masse de repreneurs pour l'entreprise. Donc on a un problème structurel de rentabilité et on se heurte en quelque sorte au mur de réalité. C'est-à-dire, on a beau dire que voilà, il y a trop de capital, voilà, on a des entreprises croulent sous les demandes de capitaux ou autres. On voit bien que là, on a un problème de fonds propres. Les entrepreneurs privés n'y trouvent pas, les investisseurs privés ne trouvent pas forcément la rentabilité dans cette entreprise. Et on est allé chercher sans doute à un moment donné des fonds, en fait, ceux qui voulaient bien investir à des conditions qui ne sont pas forcément les plus avantageuses. En fait, à un moment donné, l'investissement, c'est un marché. Donc, ensuite, s'il faut revenir sur les causes derrière, effectivement, on a un sujet structurel français, européen, de compétitivité. La façon dont on a envisagé la décarbonation en Europe, qui est une façon de faire qui est assez réglementaire, assez ambitieuse, c'est vrai, et ça c'est sans doute au crédit de la Commission européenne, mais de fait on a fait un petit peu l'intendance suivra, sauf que l'industrie c'est pas forcément l'intendance, et donc ce qui s'est passé c'est qu'on a perdu des wagons en route, et ça c'est quelque chose qu'on a vu, que ça touche pas que l'acier, en fait notre niveau on parle des prix de l'énergie, on peut aussi penser au prix du carbone, on a un vrai sujet de rentabilité structurelle. Alors est-ce que la nationalisation, le vrai sujet c'est que ça ne rendra pas la rentabilité économique. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on nationalisait, en fait, c'est l'investisseur. Mais ça ne veut pas faire que le site va lui-même être rentable ou autre. Donc comment on fait ça? En fait, ça veut dire, si une nationalisation, ça veut dire qu'il va falloir prévoir une sorte de crédit public à l'intérieur, donc c'est un coût en termes d'argent public. Est-ce que la France a les moyens de financer la nationalisation d'ArcelorMittal? C'est une question de priorisation, c'est une question aussi de priorisation. Spectateurs, est-ce qu'on a vraiment les moyens, vu la situation budgétaire, de se payer ArcelorMittal? Vous savez qu'en France, on a 57% de dépenses publiques dans le PIB, donc on a des moyens en termes de montant de dépenses publiques dont l'État, on fait l'ensemble des administrations publiques, contrôle et génère. La question, c'est est-ce qu'on veut mettre les moyens là plutôt qu'ailleurs? Est-ce que ce besoin de souveraineté le justifie ou pas? Il se trouve que l'acier, c'est aussi un marché qui est mondialisé, en fait, c'est une commodity, donc on n'a pas forcément de mal à trouver de l'acier, ça se stocke aussi. Donc est-ce que ça se justifie? Ça doit rentrer dans un programme de stratégie industrielle. Vraiment très vite, Aurélie Trouvé, vous l'avez chiffré à combien la nationalisation d'ArcelorMittal? 3 milliards. Et je pense que voilà, il y a des actifs français, et je ne crois pas avoir eu de la contradiction là-dessus. Je dois juste dire que, réfléchissez, derrière, il y a si jamais on ne fait pas cette nationalisation, c'est 15 000 emplois supprimés à terme, et vous le savez mieux que moi, un emploi supprimé dans l'industrie, c'est 3 à 4 emplois supprimés in fine. Donc ça fait le coût social de 80 000 emplois supprimés, plus, je le dis, le coût simplement de ne plus avoir de production d'acier en France. C'est pas rien. Enfin... Non, sur les emplois supprimés, effectivement, l'argument de l'emploi, c'est important parce que derrière les emplois, il y a aussi un territoire, il y a aussi des vies humaines, il y a des familles. Et en ce moment, on voit toutes il y a toutes les émotions derrière, mais on se trouve que par ailleurs, on a d'autres industries qui nous disent qu'ils peinent à recruter.
peinent. On voit par exemple que Airbus a du mal à retrouver. Alors justement, n'allez pas trop vite, Olivier Redoulès, parce que puisqu'on était dans les chiffres, et n'en déplaise à Emmanuel Macron, Fanny Guinochet, la France est en train de perdre des usines. Effectivement. Si on en croit vos chiffres. Oui, alors ces chiffres, ils viennent de la Direction générale des entreprises et du baromètre publié le 31 octobre dernier. Donc vous voyez, c'est pas vieux. Et c'est deux en fait, parce que c'est comme double. C'est-à-dire que la France a connu 2 fois plus de fermetures au premier semestre de sites que d'ouverture. Alors vous voyez, c'est un chiffre, habituellement j'arrive avec des grands chiffres, mais là ce chiffre vraiment, ça a doublé le nombre de fermetures. Ça fait quand même très mal puisque la Direction générale des entreprises enregistre 82 fermetures de sites contre 44 ouvertures ce premier trimestre. Et il y a un an, à la même période, on était à 61 ouvertures contre 60 fermetures, c'est-à-dire que le solde était encore positif. Une autre étude, très rapidement, vient confirmer ces données, c'est l'étude que réalisent nos confrères de l'usine Nouvelle. Et eux, ils voient pareil que le rythme de la désindustrialisation s'accélère cette année. Entre janvier et mi-novembre, ils ont recensé 80 ouvertures de sites industriels, 57 démarrages d'extension d'usines, mais 108 sites fermés ou menacés. Eux, ils prennent en compte les sites menacés. Donc vous voyez, la tendance, elle n'est pas bonne. Les indicateurs sont en train de tous virer au rouge. On fait machine arrière sur l'industrie. Notre tissu industriel est très fragile. À quoi ça tient, Fanny? Alors ça tient à plusieurs choses. On a commencé à l'évoquer. Effectivement, une concurrence internationale qui est extrêmement féroce avec des États-Unis qui ne nous font pas de cadeaux, qui ont des droits de douane qu'ils nous appliquent, mais aussi l'entrée très agressive de la Chine avec des produits très soutenus, donc du dumping social. La Chine qui envahit l'Europe de ses produits, que ce soit avec de l'acier, mais ses voitures électriques. S'y ajoute une conjoncture économique en Europe qui est à la peine, qui est peu porteuse, des prix de l'énergie qui sont élevés, ce qui pénalise un certain nombre de secteurs, la chimie, la plasturgie, et puis un contexte où les entreprises, elles sont heurtées à la fin du quoi qu'il en coûte, avec la fin pour certaines des prêts garantis par l'État et d'un certain nombre d'aides, sans oublier, on a l'occasion souvent d'y revenir dans cette émission, mais une politique intérieure qui est pour le moins manque de visibilité et ne rassure pas les patrons. Et ce qu'il faut dire aussi, Fanny, c'est qu'en fait, tous les secteurs de l'industrie sont touchés. Et c'est là où c'est compliqué, parce qu'effectivement, contrairement aux années précédentes, le secteur automobile n'est pas le seul qui est à la peine. Désormais, aucun secteur n'est épargné. L'agroalimentaire souffre très fortement, avec des entreprises qui ferment, et des entreprises que tout le monde connaît, Blédina, les sirops Tesser, ça nous rappelle notre enfance. Eh bien, paf, rideau fermé. Pareil pour le textile habillement, les chaussures clergerie, pareil. Ceux qui s'en sortent le mieux, quand même, une note d'espoir, la santé, la pharmacie, la défense, les Rafales, Dassault, l'aéronautique, vous le disiez, le carnet de commandes d'Airbus est plein et a une visibilité. C'est une entreprise qui, pour le coup, a une visibilité très importante. Et il faut le dire, ces entreprises, elles font vivre un certain nombre de sous-traitants, de toutes petites entreprises, des PME, et elles revivifient, comment dire, en tout cas, elles nourrissent nos territoires. Bonsoir Guillaume Gibault, merci d'être en direct avec nous ce soir dans Chaque Voix compte. Vous êtes le patron du slip français qui est devenu un acteur clé de la réindustrialisation et de la relocalisation d'une filière qui va mal, la filière textile. Mais vous-même, vous n'avez pas été épargné par les difficultés. Bah dis donc, quand on écoute votre plateau, on se dit qu'il y a du boulot. Heureusement qu'il y a quelques derniers défenseurs du Made in France. Que vous soyez avec nous. Exactement. Qu'est-ce que je peux vous dire? Essayer d'apporter un peu de solutions pragmatiques peut-être pour les gens qui nous regardent. Parce que si on écoute le bilan, on se dit que tout est foutu. Et nous, ça fait 15 ans qu'on se bat pour montrer que c'est possible de fabriquer en France un produit de qualité pour tous les Français. Et je crois qu'à l'approche des fêtes de Noël, se dire que chacun de nous peut faire des achats responsables, que nos achats sur nos emplois, ça n'a jamais été plus vrai. Et évidemment, il y a beaucoup de raisons autour de nous, un marché complexe, de la concurrence, de qui on veut. Mais à la fin, si chacun de nous, Français, dépense ses euros dans les bonnes enseignes, en fait, on fait tourner la boutique, on fait tourner les boîtes. Et on parle souvent des entreprises qui ferment, mais il y a beaucoup de boîtes qui se battent tous les jours avec des produits de qualité. Il y a quelques semaines au salon du Unifrance, il y avait 100 000 visiteurs, 1000 exposants. Bien sûr que le contexte est compliqué, bien sûr qu'il y a des boîtes qui ferment, mais il y a aussi beaucoup de boîtes qui vont bien, beaucoup de boîtes qui font des produits de qualité, qui créent de l'emploi. Et donc nous, aujourd'hui, on a annoncé dans notre usine à Aubervilliers, on est devenu en 2 ans la première usine de fabrication de sous-vêtements en France. On en fabrique 3000 par jour, ce qui est costaud. Et on a annoncé le lancement d'un t-shirt qui va être mis à disposition de tous les achats
pour les événements, pour les associations, pour les entreprises. Vous voyez ce fameux t-shirt qu'on vous a offert quand vous courez une course sportive ou quand vous allez à Paris 2024. Eh bien, quand on retourne l'étiquette, malheureusement, il est bien souvent fabriqué au Bangladesh. Quand je vous parle de responsabilité de boîtes qui mettent des solutions, nous, on met sur le marché ce t-shirt-là, fabriqué en France, tricoté, teinte et confectionné en France à 7,90 €. Mais comment vous avez fait pour arriver à ce prix ? Ben, écoutez, on innove, on a investi dans des machines automates, on a du personnel de qualité formé et qu'on a mis à disposition d'une chaîne de fabrication locale intégrée avec des achats qui sont massifiés, un produit qui est pensé pour industrialiser. Et effectivement, l'enjeu aujourd'hui, ce qui va tous nous rassembler, tous nous mettre d'accord sur ce plateau, c'est de se dire qu'on arrive à fabriquer en France un produit de qualité à prix compétitif pour tous les Français. Si on arrive à faire ça, les Français ils vont acheter Made in France parce qu'ils n'ont qu'une envie, c'est de le soutenir, mais ça ne peut pas valoir 3 fois le prix, c'est pas possible. C'est ce qu'on a fait avec nos sous-vêtements, effectivement. 2022-2023, on a eu 2 années de décroissance. On est passé d'un produit à 40 € qui n'est pas pour tout le monde, à un produit à entre 15 et 20 € le sous-vêtement, qu'on essaye d'adresser à le plus de Français possible. Et on a vu qu'il y avait vraiment un engouement, puisque grâce à cette baisse de prix, on a trouvé la solution dans l'usine, par l'innovation, par la formation, par le recrutement. On a réussi à mettre ce produit moins cher et donc à trouver des clients et de la croissance. Et je pense que c'est vraiment ça que nous, industriels, on doit apporter aux Français. C'est un produit de qualité à un prix compétitif. Sinon, effectivement, on continuera d'aller dans le mur. Et j'ai vu que vous aviez interpellé le ministre des PME, Serge Papin, sur les réseaux sociaux cet après-midi. Vous lui dites « Venez nous voir à l'usine ». Pourquoi ? Exactement, parce que, mais d'ailleurs, ce serait bien qu'il me réponde, parce qu'il a mis effectivement, en disant que le Made in France doit être accessible. Et on porte vraiment cet exemple. Aujourd'hui, on fabrique un sous-vêtement qui va être en grande distribution, vendu à 29,90 €. Les 3, c'est le même prix que les autres marques qui fabriquent ailleurs. Donc, c'est pas il y aura toujours moins cher sur Shein ou chez Temu, mais vraiment, je crois qu'on n'a pas envie d'acheter ces produits-là pour tout plein de raisons qu'on va pas expliquer là. Mais on est capable de fabriquer en France à prix compétitif. Et tant mieux s'il y a un ministre qui a cette idée-là et qui peut nous donner de la visibilité, nous aider à faire passer le message. Après, vraiment, je crois, je me mets dans la peau des gens qui regardent cette émission et qui ont entendu tous ces chiffres qui peuvent faire peur. Je crois que la meilleure réponse, c'est nos achats de fin d'année et de se dire qu'on est chacun, nous, citoyens responsables. On va choisir des enseignes qui fabriquent des produits de qualité dont vous pouvez être fiers parce que finalement, des meilleurs prix, vous en trouvez toujours partout, mais des produits qui créent de l'emploi, qui en plus de ça, on n'en a pas parlé, mais la fabrication française, c'est 50% de CO2 en moins. Donc, on a un mix décarboné en France et tant mieux. Donc, voilà, je pense que vous l'avez dit tout à l'heure, les usines en France, c'est de la fierté, c'est des emplois locaux, c'est des familles, c'est des vies, c'est des villages, c'est notre modèle social, c'est la confiance qu'on a dans ce qu'on est capable de faire en France. Et bien sûr que ça coûte peut-être un peu plus cher, mais je crois que ça donne un paquet de raisons d'acheter des produits de qualité fabriqués en France pour les fêtes de fin d'année. C'est aussi pour toutes ces raisons que vous avez décidé de vous retirer du BHV ? Exactement. Alors ça, le BHV, pareil, on pourrait en parler des heures, mais oui, avant même le sujet Chine, le BHV, c'est une enseigne commerciale qui ne tient pas ses engagements. Ils ont des impayés énormes avec beaucoup de marques et notamment nous. Plus d'1 an de chiffre d'affaires qui était dû par les équipes de la SGM à notre entreprise. Et voilà, on ne peut pas continuer avec des gens qui ne respectent pas leurs engagements commerciaux et avec des impayés qui traînent. Donc derrière, le sujet Chine est arrivé, mais vous avez tous suivi ce sujet BHV. Typiquement, je pense que c'est un sujet qui a pris malheureusement beaucoup trop de place médiatique. À la fin, c'est pas le sujet, le BHV. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est les boîtes qui font les choses bien. Encore plus dans ce contexte, parlons de ces entreprises qui se battent tous les jours, de la fierté qu'il y a à travailler dans nos usines en France, et voilà, et de passer le bon message. Et nous, j'essaie de trouver l'équilibre entre le terrain de la morale, de dire faut acheter français, en même temps donner envie aux gens. Moi, je me mets vraiment dans la place de vos téléspectateurs. Je pense qu'ils regardent ces chiffres, ils disent putain, mais merde, pardon, désolé, je suis vulgaire, mais c'est quoi la solution ? À la fin, commençons à acheter un slip fabriqué en France et c'est un bon début et remettons du volume et de la confiance. Je vois le sourire d'Aurélie Trouvé depuis tout à l'heure, je vois le sourire des invités, je pense qu'ils vont tous acheter des slips français pour Noël. Hein. Je ne voudrais pas trop m'avancer. Mais merci en tout cas d'avoir été... Mais ce que je peux vous dire, c'est que dans les usines, en France, il y a une vraie fierté à travailler, il y a du courage et la solution, elle est chez nous. Elle est chez personne d'autre, dans nos usines, dans notre travail, dans les produits de qualité et dans les achats que chacun de nous fait. Et c'est quelque part trop facile d'attendre une solution miracle du gouvernement. Je pense qu'il n'y en aura pas. À nous de nous retrousser les manches, de faire des achats de qualité, des emplois de qualité, et on a tout ce qu'il faut pour le faire. Merci en tout cas Guillaume Gibaud d'avoir été en direct avec nous. Ça fait du bien aussi, Fanny, d'entendre un patron qui fait du Made in France.
Ça fait du bien, a tout donné à cette entreprise. Vous noterez quand même que si les 2 dernières années, elles ont été difficiles, c'est parce que les prix étaient trop élevés. Le juge de paix, ça reste le prix. Et on l'a vu sur... effectivement, hein, et on est toujours pris dans ce paradoxe entre les consommateurs et le citoyen. Quand vous faites toutes les enquêtes, le montrent, le citoyen, il a envie d'être écolo, il a envie de, effectivement, faire en sorte qu'il achète français, qu'il fasse vivre des familles, des emplois. Et puis, quand on lui parle du prix, eh bien, regardez la queue qu'il y a eu devant le BHV quand Chine est arrivée. Hein. On était tous là à faire des émissions, à dire, mon Dieu, c'est les grands méchants, ils ont 80% de produits qui ne sont pas conformes. Et regardez aussi la queue qu'il y avait. Donc, on est constamment pris dans ce paradoxe, mais effectivement, le juge de paix, c'est le prix. Et je vous souhaite, évidemment, de vendre plus maintenant. Vous avez fait une très belle publicité. Oui, merci en tout cas d'avoir été avec nous. Vincent Charlet, on a parlé de l'instabilité politique également. C'est vrai qu'on a du mal à mesurer à quel point cette instabilité politique, elle paralyse aussi aujourd'hui les patrons français, elle les empêche d'investir. Est-ce que ça peut durer, en sachant que là, on est encore dans les discussions budgétaires? Vous le percevez, cet attentisme? Un peu, mais je ne vais pas vous dire que la situation est idéale, je ne vais pas vous dire que ça ne jette pas une ombre aux perspectives d'investissement, qu'ils soient nationaux ou internationaux, mais très franchement, par rapport à tous les sujets dont on vient de parler, je pense que ça n'est qu'un des paramètres. On sera tous plus détendus quand la situation politique se sera clarifiée, assainie, et si possible, on y verra plus clair en termes de priorités budgétaires et politiques. Simplement, là, toutes les histoires qu'on vient de raconter, les difficultés du textile, les difficultés de la sidérurgie, etc., ça n'a, pardon, mais rien à voir, ou quasiment, avec ce dont on est en train de parler. Tout à l'heure, on vient de dire que pour toutes les industries qui s'adressent directement aux consommateurs, agroalimentaires, textiles, on essaye de faire appel à la fibre civique ou écologiste des consommateurs en voyant que ça marche qu'à 20% à peu près. Et dans le cas de l'acier qui produit des brames pour qu'elles soient ensuite mises en tôle pour l'automobile, ça ne marche pas. Et le facteur, c'est le prix et la compétitivité. Donc on en revient quand même aux facteurs lourds, si j'ose dire, qu'on évoquait tout à l'heure. Le prix de l'énergie, le mécanisme de décarbonation, ou les politiques de décarbonation qui aujourd'hui ont un angle mort, qui sont précisément toutes ces industries amont. Donc il y a un moment quand même où il faudra y revenir. Mais ce qu'on entendait aussi chez le patron du slip français, c'est l'envie de croire en quelque chose quand même, en disant, ouais, comme il disait vulgairement, tout n'est pas si noir. Donnez-nous, Olivier Redoulès, une bonne nouvelle. Écoutez, ça tombe bien, on ne s'est pas concerté, mais j'en ai une, c'est que quand on regarde des indicateurs d'investissement, ils sont plutôt bien orientés ces derniers temps, et c'est très étonnant en fait. Et même quand on demande aux entreprises comment elles perçoivent la situation, alors globalement, elles nous disent qu'il y a une majorité qui repousse des projets d'investissement, d'embauche, mais il y en a aussi certaines qui nous disent qu'en fait, ça se passe mieux qu'on pourrait le penser. Que si c'était pire. Un tiers à peu près. On a fait cette enquête, on a publié une semaine avec BPI-France Le Lab, et on interroge en fait des TPE, des PME, un milieu d'entreprise, et en fait, elles nous disent ça. Et globalement, en fait, si on regarde même les enquêtes qui nous permettent habituellement de prévoir l'investissement, c'est plutôt bien orienté, sauf qu'il y a cette énorme épée de Damoclès, et avec le risque en fait de tout stopper. Donc on aurait envie d'être positif, mais en même temps, les entreprises, elles nous disent le contexte budgétaire, l'équilibre des comptes publics, ça les préoccupe, et ça c'est un vrai sujet, et ça les préoccupe beaucoup plus, par exemple, que Trump ou la guerre avec la Chine et les États-Unis. Eh bien, merci à tous les trois d'être venus en parler ce soir sur le plateau de Chaque fois compte. Aurélie Trouvé, je rappelle que donc demain vous défendez la nationalisation d'ArcelorMittal en commission à l'Assemblée nationale. Merci à tous les trois. Dans un instant, c'est la deuxième partie de Chaque voix compte, c'est la question qui fâche, mais avant cela, c'est quelle histoire? Et c'est Laurent Guimier. On parlait des États-Unis à l'instant. Oui. Eh bien, Laurent nous y emmène ce soir, parce que Laurent, vous voulez nous expliquer pourquoi l'affaire Epstein est, à vos yeux, la plus grave crise qui ait traversé Donald Trump depuis son retour à la Maison-Blanche. Oui, alors Epstein, je rappelle, du nom de Jeffrey Epstein, cet homme d'affaires américain condamné pour avoir organisé un vaste trafic sexuel de mineurs. Une affaire dans laquelle on croise beaucoup de gens très connus. Y compris donc Donald Trump, dont on dit qu'il est cité dans les documents de l'affaire, documents qui sont encore
confidentiel. Oui, et à l'heure où je vous parle, c'est pour ça que je regarde mon téléphone depuis tout à l'heure, le Congrès est en train de voter sur la levée du secret sur ces documents, donc on va bientôt en savoir plus. Mais quel que soit le résultat du vote, je vous annonce ce soir que Donald Trump a perdu ce qui est le plus précieux chez lui, la maîtrise du récit. Trump, c'est un metteur en scène. Vous savez, il choisit tout. C'est comme un metteur en scène de théâtre, le décor, les dialogues, il fixe les rôles. Mais sur cette affaire Epstein, Trump ne maîtrise absolument plus rien. Alors pourquoi a-t-il perdu le fil de ce récit? Parce que cette affaire, c'est l'addition de 3 crises qui sont au fond impossibles à gérer en même temps. La crise numéro 1, c'est que le Trump d'avant ressort. On le voit sur cette vidéo, les photos, les vidéos des années 90, les témoignages de l'époque. C'est le Trump mondain, le fêtard, entouré de milliardaires, de jeunes femmes. Et ces archives, en fait, c'est un peu comme la kryptonite, hein, vous savez, dans Superman. On peut nier un rapport officiel, on peut contester un chiffre. En revanche, techniquement, on ne peut plus faire disparaître une vidéo où vous êtes en train de vous marrer avec Jeffrey Epstein à Mar-a-Lago. C'est aussi parce que l'affaire Epstein est un scandale sexuel que c'est une affaire criminelle très grave. Et là, on arrive sur le fond. Les crises politiques, Trump, évidemment, les gère sans problème. Là, on touche à du sacré, évidemment à de l'intime, à de l'innommable. Epstein, cela veut dire trafic sexuel, mineur, manipulation. Et pour Trump, c'est impossible de s'en sortir par le rire, comme il fait assez souvent lorsqu'il est attaqué. On ne peut pas rire autour de cette histoire. Surtout que ça tombe au pire moment pour lui, un moment où Trump est devenu sage, j'allais dire conjugalement parlant. Regardez, époux modèle, il y a 2 jours, séance photo, hein, j'ai pris ça sur le site de la Maison-Blanche, à la Maison-Blanche, lors d'une cérémonie où Donald et Melania sont totalement in love. Est-ce que cette affaire a un effet sur l'opinion américaine ? Oui, alors Trump plonge globalement pour l'ensemble de sa politique, mais, et ça c'est la crise numéro 3, il est en train de perdre sa base. Le noyau qu'il a toujours soutenu. Vous savez, MAGA, Make America Great Again, cette base MAGA, dont le meilleur exemple, c'est cette élue républicaine que vous voyez en photo, Marjorie Taylor Greene, une populiste qui a toujours soutenu Trump dans les pires moments. Et bien cette élue vient de dire « stop ». Il faut maintenant dévoiler les documents. Alors ça sent un peu la fin de mandat, hein, évidemment pour Trump, c'est évidemment pour lui très désagréable, mais si l'on met du sexe, des archives et des fans qui s'en vont, cette fois-ci, je crois qu'il y a réellement, vraiment le feu. Trump a commencé à lâcher les canadaires, vous voyez, il se résout à la divulgation des fameux documents, mais à chaque fois, il en rajoute une couche sur les démocrates qui seront, d'après lui, les premières victimes des révélations. Il ne peut pas s'empêcher d'en parler. Mais alors, Laurent, que peut faire Donald Trump ? Alors, si j'étais son conseiller en communication, allez, je me risque à cette analyse, je lui dirais, Monsieur le Président, coupez le micro. Arrêtez de jouer dans cette histoire, arrêtez d'en parler, laissez faire les avocats, la justice doit passer et donc au fond, comme je disais tout à l'heure, changez de décor et devenez le metteur en scène d'une autre histoire. On ne maîtrise jamais un récit en le commentant, on en impose un autre. C'est aussi simple que ça. D'ailleurs, hier dans le bureau ovale, alors je n'y suis pour rien, je tiens à le préciser, quand on lui a parlé de l'affaire Epstein, Trump a commencé un tout petit peu à sortir de scène. Regardez. What I just don't want Epstein to do is detract from the great success of the Republican Party, including the fact that the Democrats are totally blamed for the shutdown. You know, they cost our country hundreds of billions of dollars with that, and a lot of inconvenience. Alors vous voyez, le président dit en clair, maintenant je vais plutôt parler économie, salaire, crise budgétaire, on ne parle plus de cette histoire. On va voir combien de temps ça va durer. Et au fond, depuis le début de l'émission, parce que là aussi, je regarde sur mon téléphone, il vient d'accorder une conférence de presse avec le prince héritier d'Arabie Saoudite. Et il vient de s'emplafonner à un journaliste qui lui posait une question sur l'affaire Epstein en l'accusant de tous les maux. Donc je pense que ça n'est pas gagné. Quelle histoire. Merci Laurent Guimier. On passe à la question qui fâche. Et j'accueille sur le plateau de Chaque Voix Compte Nicole Dubré-Chirat. Bonsoir, vous êtes députée Ensemble pour la République du Maine-et-Loire. Oui. Yannick Monet, député communiste de l'Allier, bonsoir. Et merci d'être là avec Éric Michoud, député UDR de Saône-et-Loire. TPMR, touche pas à ma retraite. La polémique monte, vous avez eu peur, hein. La polémique monte depuis que l'Assemblée nationale a retoqué ces derniers jours toutes les tentatives du gouvernement de faire participer les retraités à l'effort budgétaire. Le Sénat commence à en débattre à partir de demain et c'est Stéphanie Despierres qui pose ce soir la question qui fâche.
Dans la question qui fâche ce soir, les pensions de retraite. À l'origine, le gouvernement voulait les geler en 2026. L'Assemblée en a décidé autrement avec l'aval de Sébastien Lecornu. Il y a 15 jours, le Premier ministre a finalement annoncé dans une main tendue au PS qu'il ne s'opposerait pas au dégel des pensions. Dégel voté donc et coup de colère sur les bancs macronistes. C'est scandaleux, c'est honteux. Ce qui est honteux, c'est que quand on a 1670 milliards d'euros de dépenses publiques, quand on a 170 milliards d'euros de déficit, quand sur 1000 euros de prélèvement obligatoire, il y en a 560 qui partent à la protection sociale, on se dit on va revaloriser toutes les prestations et toutes les retraites. Mais qui va payer vos promesses? Qui va payer votre vote? Parce que vous allez ensuite demander mais qui va financer tout ça? Mais ce sont les actifs, ce sont les travailleurs qui vont payer votre folie dépensière. L'indexation de toutes les pensions de retraite sur l'inflation coûterait très cher, 2,7 milliards d'euros sur un an. Alors le gouvernement cherche un entre-deux et compte sur les sénateurs pour réduire la facture. Il me semble difficile d'imaginer qu'on puisse dégeler toutes les retraites. À partir d'un certain niveau de pension, il pourrait y avoir une contribution plus grande à l'effort national. Le Sénat propose de geler uniquement les pensions des plus aisés. Mais où mettre le seuil? À 1 700 euros, à 1 800, à 2 000 euros? Aujourd'hui, la pension moyenne d'un Français retraité est de 1 626 euros brut. L'an dernier, c'est à cause du gel des pensions de retraite que le gouvernement Barnier est tombé. Jeudi, les députés ont aussi retoqué une autre mesure du gouvernement concernant les seniors, la transformation de l'abattement de 10% sur l'impôt sur le revenu en abattement forfaitaire. Les parlementaires le savent bien, en France, il y a 17 millions de retraités et donc autant de potentiels électeurs. Alors la question qui fâche ce soir, la voici. Les retraités, notamment les plus aisés, sont-ils intouchables? Les retraités sont-ils intouchables? Il se trouve que le texte arrive demain en débat au Sénat. Sujet hautement clivant. Nicole Dubré-Chirat, je vous pose la question. À partir de quel niveau de pension est-ce qu'on fixe le niveau d'un retraité aisé qu'on va pouvoir mettre à contribution selon vous? Je pense qu'au-delà de 2 500 euros, on peut considérer que les gens peuvent participer au gel des pensions. C'est quand même pas non plus définitif. Monsieur Barnier avait proposé un gel de 6 mois en début 2025. Et donc, c'était une possibilité qui n'enlevait rien à personne. Donc, je pense que là, ça n'avait pas été accepté. Je pense que là, il faut protéger les plus petites retraites pour éviter d'emmener les gens dans des difficultés majorées, mais on ne peut pas laisser les choses en l'état si on veut conserver un système de redistribution des retraites suffisamment correct. On est quand même à un stade où effectivement la retraite moyenne, c'est une moyenne, est de 1 700 euros, mais qui est quand même, si on regarde dans les autres pays d'Europe, la plus élevée aujourd'hui. Donc, attendez, vous parlez de la retraite moyenne à 2 700 euros? Parce que, non, 1700. Ah, 1700. 1700. En droit direct, c'est 1 541 euros net après prélèvement social. Oui, du brut. Ah, oui. En brut, c'est 1700 en arrondissant. Donc, et dans les pays européens, on est en tête de liste sur le niveau de retraite. Donc, bon, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas améliorer, mais si on regarde en plus depuis, j'ai regardé depuis 2017, il y a eu 10 augmentations des retraites de base. Donc, on ne peut pas dire que les retraites ont stagné. Yannick Monet, vous dites pas touche aux retraités, quel que soit leur niveau de pension? Mais je dis surtout qu'on se trompe de débat. Bon, d'abord, la branche vieillesse, c'est moins de 2% de déficit aujourd'hui. Sur 307 milliards, c'est 5,8 milliards, je crois. Donc ça fait moins de 2%. Mais la question, c'est pas à qui il faut prendre. Enfin, si, c'est à qui il faut prendre. Mais le problème, c'est qu'on nous fait croire qu'il n'y a plus d'argent. On a fait tout un tas de propositions de recettes complémentaires et supplémentaires dans ce PLFSS. Aucune n'ont été retenues, mis à part les 2,8 CSG revenus du capital. Mais toutes ont été refusées. Donc la question, c'est oui, à qui on prend? Et moi, je pense que c'est pour retraités qu'il faut prendre. D'abord, on a un système par répartition qui est plutôt juste. S'il doit y avoir un plafonnement des retraites, il faut commencer par un plafonnement des salaires. Mais en tout cas, ça voudrait dire que dans notre pays, on accepte... Là, on n'en est pas encore à parler du plafonnement. On en est à parler... Si, ça veut dire que vous acceptez qu'il y ait des gens qui n'aient pas les mêmes droits que les autres. Et donc les retraités. Quand je regarde la retraite moyenne, 1 626 euros brut,
Vous savez combien c'est le reste à charge d'un EHPAD dans mon département? Et je fais exprès de prendre mon département, qui est un département rural où c'est pas le plus cher. C'est 1 800 €. C'est l'Allier, hein, votre C'est département. l'Allier, mon département. 1 Mais 800 € vous de reste savez à charge comme en moi EHPAD. qu'une moyenne ne concerne personne. Non, mais les moyennes de dire on est les meilleurs d'Europe, moi, c'est pas mon souci. Mon souci, c'est comment nos retraités arrivent à vivre aujourd'hui avec une retraite moyenne de 1 700 € brut. Et des restes à charge en EHPAD qui sont à plus de 1 800 €. Enfin, écoutez, donc la question de l'argent, il faut le trouver, mais il faut le trouver où il y en a. Et on a fait des propositions pour récupérer. Est-ce que vous, par exemple, vous seriez d'accord? Vous dites il faut aller récupérer l'argent là où il y en a. Est-ce que vous seriez d'accord pour aller mettre à contribution les 3% de retraités qui perçoivent plus de 3 000 €, voire le pourcentage, 1% reçoivent plus de 5 000 €? Vous récupérez combien? Et vous acceptez, mais non, mais vous voyez ce que je veux dire. Et vous acceptez qu'il y ait des gens qui n'aient pas le même droit. C'est ça, moi, le problème de récupérer sur les hautes retraites. On a fait, par exemple, sur les retraites chapeaux, on a fait des propositions. On a fait des propositions sur les taxations des dividendes qui est liée au revenu du travail. On fait d'autres propositions. Mais l'argent, il faut le prendre où il y en a. Et il y en a à des endroits où on ne le prend pas. Éric Michaud, vous craignez, IEZ, un racket des retraités. Donc vous êtes sur la même position que les communistes sur ce point de la mise à contribution des retraités, y compris les plus aisés? C'est un racket, évidemment, puisque la plupart des retraités dont on parle aujourd'hui, ce sont les boomers. Ce sont les gens qui ont fait la belle France, après les années 50, 60, qui ont travaillé des 40 heures, 50 heures, 60 heures par semaine, jusqu'à 65 ans, qui ont beaucoup donné, et à qui on a dit non seulement vous avez beaucoup donné, mais maintenant on ne va pas vous donner ce qui était prévu. Donc il y a une injustice totale vis-à-vis de eux, ça c'est clair. La deuxième chose, ça concerne en fait... Mon collègue communiste, et je vois bien la doctrine et la doctra, c'est il faut prendre à d'autres. Non mais la question c'est il ne faut plus prendre à personne. Il faut arrêter de taxer, il faut arrêter d'imposer. Il faut baisser les charges de l'État, cet État qui est devenu plus de savoir gérer l'argent. Là, aujourd'hui, j'intervenais sur on a perdu 10 milliards. Bon, on a perdu 10 milliards. La TVA a disparu. On a perdu 10 milliards. Voilà, la boulette. Elle est passée où le 10 milliards? Bon, c'est les petits colis chinois, c'est la nouvelle. C'est le nouveau truc à la mode, c'est les colis chinois. Non, soyons sérieux. On a un État qui ne fonctionne plus. On a une organisation qui ne fonctionne plus, il faut la remettre en marche. Et donc, ça ne sert à rien de continuer à mettre de l'argent dans quelque chose qui ne marche pas. Et on va aller chercher cet argent aujourd'hui, j'oserais dire, aux gens qui ne vont pas se battre. Alors eux, ils ne vont pas se mettre en grève. Hein. Ils vont embêter personne, même s'ils commencent. Hein. Comment ils votent. Voilà, c'est ce que j'allais y venir. Ils ont raison de le faire. Oui, ils ont raison de le faire. Ce ne sont pas des Français plus bas que les autres. Bien sûr qu'ils ont le droit de voter. Et ils doivent le faire. Les retraités représentent un inscrit sur 3 sur les listes électorales et un votant sur 2. Donc que dites-vous à ceux qui vont vous accuser de manquer de courage politique? Mais c'est pas le sujet. Non, c'est pas du. Attendez, c'est moi qui pose la question. Mais je vous la poserai aussi, Yannick, ne vous inquiétez pas. Attendez. Il n'est pas question de courage politique. Non, mais il n'est pas question de courage politique, il est question de justesse. Je vais vous expliquer, enfin, vous dire tout au moins quelque chose. On dit que quelqu'un qui a plus de 2 000 €, il est riche en tant que retraité. Bon, enfin, il est riche, c'est moyen quand même. Si vous lui tirez même que 100 € par mois, vous tirez 100 € par mois que vous allez remettre dans une machine infernale qui ne sait pas quoi faire de l'argent, qui va être dilapidé. Ces 100 €, vous ne le tirez pas aux retraités. Mais parce que les retraités participent à la vie de la famille. Les retraités, ils aident leurs petits-enfants, ils aident leurs enfants. Ils sont en fait une manière de... Ils redistribuent. Et donc... Ils épargnent surtout. Ils épargnent, très bien, au moins, parfait, c'est très bien. Mais ils redistribuent. Et le fait de redistribuer, c'est une manière saine de gérer l'argent. Parce que si on le donne à l'État en ce moment, alors là, c'est la catastrophe. Vous donnez 100 balles. Fanny trépigne. Chacun redistribue. Non, mais effectivement, on raisonne comme si les retraités étaient les victimes de la situation. Déjà, si on se met du point de vue des plus jeunes, ils peuvent se dire que cet État qui dépense à foison et qui finalement n'est pas si géré, c'est aussi un peu l'héritage que nous laissent les retraités aujourd'hui, qui n'ont peut-être pas fait les réformes nécessaires au moment où ils étaient en place. Non, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, la question des jeunes, la question qui se pose, me semble-t-il, et c'est une question que je pose dans le débat, c'est la justice entre les générations. Les retraités, aujourd'hui, ont-ils moins de droits que n'en ont les générations qui vont arriver et qui ont une dette qui les attend, qui ont une dette écologique, qui arrivent dans un... C'est la question aujourd'hui qui se pose, et élément très factuel,
on a l'impression que le gel des retraites, ça serait quelque chose un écart considérable. Je rappelle que l'inflation cette année, elle est d'1%. Ça n'est pas le contexte que nous avons connu où, par exemple, il y a encore 2 ans, l'inflation était à 5,2%. Les retraites, toutes les retraites ont été indexées sur l'inflation. Ça a coûté 15 milliards d'euros à l'État. Ça, ce sont des éléments factuels, comme vous le disiez, sur les milliards qui peuvent disparaître. En tout cas, à un moment où on cherche des milliards d'euros, c'est vrai qu'en plus, toutes les études le montrent aujourd'hui. Si on regarde le niveau de vie, attention, hein, ce n'est pas le salaire ou la pension, le niveau de vie des retraités aujourd'hui. Alors, je sais qu'on s'expose à avoir des courriers nous disant... Non, mais c'est factuel, Fanny. Mais aujourd'hui, factuellement, le niveau de vie des retraités aujourd'hui est plus élevé que celui de la plupart des enfants. Un enfant sur 5 aujourd'hui dans ce pays vit. Alors, notamment parce que les retraités sont pour beaucoup propriétaires de leur logement. Alors, ils ne l'ont pas volé. C'est là où le débat est très compliqué. C'est qu'ils ne l'ont pas volé parce qu'effectivement, ils ont cotisé toute leur vie et effectivement, ils ont participé à l'achat de leur logement. Mais la question qui, aujourd'hui, derrière ce débat sur les retraites, c'est la question des générations. Et de la solidarité intergénérationnelle. Et ça, c'est une question que souvent... Je n'est pas d'accord, mais non, mais vous posez les choses d'une manière qui indique un sens de réflexion. Non, c'est factuel. Non, il n'y a rien de factuel dans ce que vous dites. Qu'est-ce qui n'est pas factuel ? Non, il n'y a pas rien de factuel. Mais quand vous dites que l'État dépense à foison, ça n'a rien de factuel. Quand on dit que l'État dépense à foison, ça n'a rien de factuel. Une dette... Je reprenais juste... Une dette, ça a deux origines. Soit on dépense trop, soit on ne reçoit pas assez. Non, mais attends, on peut raconter ce qu'on veut. Je dis simplement qu'on est dans la vraie question centrale, c'est la répartition des richesses. Faut pas, vous dites que les retraités vivent mieux que les plus jeunes. C'est vrai, mais le problème, c'est que les plus jeunes vivent dans cette situation-là. Donc, c'est pas à faire reposer sur les retraités. Aujourd'hui... Sur la dette, aujourd'hui... la dette... 3 400 milliards d'euros de dette, 116% du PIB, on est les plus mauvais. Mais pourquoi on est les plus mauvais ? Mais pourquoi ? Est-ce qu'on dépense trop ou est-ce qu'on récupère pas assez ? On verse 211 milliards d'euros d'aide aux entreprises sans condition par an. C'est faux ce que vous dites. Ah non, c'est pas faux, c'est le rapport sénatorial qui l'a prouvé. Et vous avez plus raison que le Sénat, a priori, vous êtes plus intelligent que le Sénat. Pourquoi c'est faux ? C'est même plus. Vous posez la question. Donc, je voudrais juste finir pour dire... Attention à l'image qu'on fait de la société. Vous avez raison. C'est-à-dire qu'il y a des retraités, vous dites, pourquoi pas reprendre aux gros retraités ? Je rappelle quand même qu'il y a 10 à 12 millions de pauvres dans notre pays. Donc la question centrale, c'est la question de la répartition des richesses. Parmi ces retraités, il y a beaucoup de pauvres. Vous avez 10% de retraités, mais vous avez beaucoup plus de pourcents d'actifs. Ah, mais il y a des actifs aussi qui sont pauvres. Et la question des retraites, c'est la question comment on les finance, notamment par un système de répartition. Nicole Dubré-Chirat n'a pas parlé depuis un moment. Moi, je voulais juste dire qu'il faut répartir la charge des économies quand même sur l'ensemble de la population. Donc aujourd'hui, il faut savoir que les retraités, j'en fais partie, donc je peux en parler savamment, en fait ont cotisé toute leur vie, mais le paiement de leur retraite est assuré par les actifs. Donc en fait, ils n'ont pas un petit pécule sur leur compte en banque qui va leur servir pour il faut toujours rappeler que le montant des pensions ne dépend pas des cotisations versées pendant sa carrière. Je pense que personne n'a rien volé à personne, et si on veut effectivement travailler sur l'intergénérationnel, eh ben, je pense qu'on a quand même intérêt à faire que chacun, là où il est, participe à la prise en charge des économies. Et je pense que les retraités, pour un certain nombre, peuvent participer à ça parce qu'effectivement, il y a aussi une durée de retraite qui est quand même conséquente. Aujourd'hui, on a des gens qui sont à la retraite autant de temps qu'ils ont été en activité, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années, et qu'on vit globalement, on va s'en réjouir, en meilleure santé. En meilleure santé. La vie, c'est l'adresse qui le dit. Donc, je pense en bonne santé. Mais donc, je pense que on peut aussi, le gel n'est pas, on ne vole rien à personne. Éric on bloque les retraites pendant une année, et je pense que c'est quand même ne pas augmenter d'1% les retraites de ceux qui ont plus de 3 000 euros de pension. C'est leur prélever un peu de pouvoir d'achat sans qu'il y ait un gros impact sur leur niveau de vie. On est d'accord. Rien au problème. Le problème, il est d'une bêtise absolue qui a été menée par la gauche, par Mitterrand. Ce sont les 35 heures et la retraite à 65 ans. Il veut toujours ouvrir d'autres débats. Oui, à 60 ans, on est passé de 65 à 60. Ça a été une erreur fondamentale, puisqu'aujourd'hui, on cherche à travailler plus, et c'est nécessaire, les gens cherchent à travailler plus,
Et en même temps, il faut rallonger ou tout au moins changer le mode de financement des retraites, notamment par la capitalisation. Il y a eu un problème, un moment, qui a été celui-là. Le pays était riche, on a distribué, et puis on a mis en route la planche à billets, et puis les emprunts, et vas-y. Donc à un moment, il faut qu'on paye. Mais souvent, on entend le débat, il faut taxer les entreprises. Vous avez pu les taxer, puisque de toute façon, les entreprises sont en difficulté. Alors on prend toujours 3-4 exemples de grands patrons. Mais on est sur les retraités. Oui, mais monsieur dit, il faut aller prendre l'argent là où il est pour résoudre le problème. Je dis, c'est pas le sujet, on ne gagnera rien. Il faut réduire le train de vie de l'État et le réorganiser. Et donc, il y aura plus d'argent. Et donc, on pourra donner ce qu'on doit donner à ceux qui ont la légitimité de le recevoir. Sauf qu'il y a une démographie qui est croissante et qu'on aura plus de gens à plus de 65 ans, on en aura un plus grand nombre. On ne va pas demander aux retraités de faire des enfants. Hein. Non, mais il va falloir se préparer aussi. Si on veut garder notre système, même si on y met de la capitalisation, si on veut garder notre système, il faut aussi prévoir de l'amender, parce que sinon on n'y arrivera pas. Capitalisation et travailler plus, voilà. On a vu aux États-Unis ce que ça donnait la capitalisation quand il y a un krach boursier. Les gens tombent travailler à 70 ans. Comment? C'est intéressant la capitalisation. Vous exagérez, la capitalisation, elle est mise en route dans la fonction publique. Bien sûr. Les fonctionnaires ont la capitalisation et ils en sont très contents. On ne réglera pas ça par des slogans. En fait, c'est le Sénat qui va régler ça. Je dis juste une chose. La retraite par répartition, c'est un système fiable et qui ne peut pas faire faillite. Pourquoi il ne peut pas faire faillite? Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui alimente. Il peut être en déficit, c'est le cas aujourd'hui. À partir du moment où il y aura plus de bénéficiaires que de cotisants, on est à un cotisant, un retraité. C'est un système fiable qui garantit à tout le monde une retraite. On peut jouer les aventuriers dans d'autres systèmes, mais il faudra voir les conséquences humaines. Mais vous faites de l'incantation depuis tout à l'heure. Il faut le démontrer. Moi, je vous démontre qu'un système par répartition, ça ne fait pas faillite. Par principe, on est en pleine faillite. Par essence. Non, mais il faut regarder les choses en face, pas le système des retraites, c'est pas vrai. faillite. Mais vous mélangez tout. La dette de l'État et les retraites. C'était écrit dessus, ça s'appelle la question qui fâche. Mais non, mais quand on mélange tout, forcément, si tout est dans tout, on n'y comprend plus rien. Tout est dans rien. Écoutez, vous restez bien là tous les trois, parce que tout de suite, c'est Bourbon Express. C'est le journal de l'Assemblée nationale, présenté par Valérie Brochard. Attention Valérie, ils sont chauds. Très bien, moi aussi, ça va le faire. Première actualité ce soir, Valérie, la lutte contre le narcotrafic qui a suscité beaucoup de questions cet après-midi lors de la séance de questions au gouvernement à l'Assemblée. Absolument, Adeline, de Marseille à Grenoble, l'escalade de violence extrême interroge en effet l'ensemble de la représentation nationale. Les députés de tous bords sont revenus cet après-midi sur l'assassinat de Mehdi Kessassi, tué à Marseille parce qu'il était le petit frère d'Amine, militant écologiste anti-drogue. Un crime d'intimidation pour Laurent Nunez. Alors, plus largement, les élus ont interpellé le gouvernement sur l'ampleur de ce fléau en France. Combien de morts vous faudra-t-il à Marseille pour véritablement réagir, pour ouvrir les yeux face au cartel de la drogue ? Alors que depuis trop longtemps, les narcotrafiquants exploitent et tuent les plus fragiles, comme cet enfant de 12 ans, mineur isolé, grièvement blessé par balle ce week-end à Grenoble. Sébastien Lecornu leur a répondu. Il a présenté ses pistes pour lutter contre le narcotrafic. Le décloisonnement entre le national et le local, le décloisonnement entre tout ce qui relève de la police administrative et la police judiciaire, le décloisonnement en matière de frontières, avec les nécessaires coopérations internationales qui sont davantage encore urgentes avec un certain nombre de pays sur lesquels on voit bien qu'un certain nombre de commanditaires évidemment se tiennent à distance du territoire national, mais continuent de donner des ordres de se réfugier ou d'y blanchir de l'argent. Alors le ministre de l'Intérieur se rendra dès la semaine prochaine à Marseille, tout comme Emmanuel Macron qui annonce sa venue dans la cité phocéenne à la mi-décembre. Emmanuel Macron qui vient de s'exprimer depuis Berlin. Il faut la même approche dans la lutte contre le narcotrafic qui a réussi dans la lutte contre le terrorisme. Est-ce que vous partagez cette stratégie que semble vouloir mettre en place Emmanuel Macron contre le narcotrafic? Yannick Monet. Je partage en tout cas l'idée qu'il faut, il faut y mettre beaucoup de moyens et il faut y mettre beaucoup de force. Je pense que c'est un sujet qui est suffisamment grave. J'ai écouté avec attention le Premier ministre, je partage son positionnement. Il y a aussi une dimension européenne et internationale dans le narcotrafic. Mais en tout cas, la conséquence, c'est que on a des populations qui souffrent et qui souffrent grandement. Donc il faut clairement y mettre... Alors, est-ce que c'est beaucoup plus de moyens? Est-ce que c'est plus de coordination? Il y a des spécialistes, et moi je ne fais pas partie de ces élus qui ont la science sur tous les sujets.
Mais en tout cas, c'est un sujet très grave dont il faut se préoccuper très sérieusement. Nicole Dubré-Chirat. Alors, je pense qu'on a déjà mis beaucoup de moyens à Marseille, grâce à la pression du président de la République, notamment, qui a fait un focus sur cette ville. On a mis des moyens financiers, on a mis des moyens humains, et on voit que le résultat n'est pas forcément à la hauteur de ce qu'on pourrait espérer. Il y avait un député à l'Assemblée, on l'a vu, là, qui a dit Marseille va tomber. Oui, parce que c'est vrai. Alors Marseille, c'est 2 villes dans une, parce que c'est quand même des quartiers qui sont extrêmement différents. Mais aujourd'hui, effectivement, on a une population qui est repérée très jeune, avec des mineurs qui sont placés, qui gagnent de l'argent, effectivement, qui ont de multiples identités. Et on a des donneurs d'ordre qui sont à l'extérieur, évidemment, dans d'autres pays avec lesquels il faut passer des conventions, effectivement, pour pouvoir avancer. Sinon, je ne sais pas comment on peut s'en sortir. Il faut terroriser les trafiquants, les terroriser. Et il faut s'attaquer, mais de manière volontaire, à toute cette économie souterraine. Il faut les attaquer au porte-monnaie. C'est ça qui est le... Oui, mais il faut continuer. Il y a des économies souterraines, des villes de non-droit, où même des systèmes de sécurité sociale se mettent en route, et même des systèmes de retraite qui sont payés par les trafics. Il y a un moment, il va bien falloir aller dans ces zones de non-droit. Il faut y aller et terroriser les trafiquants. Vous faites allusion à Charles Pasqua. Exactement. Terroriser les terroristes. Voilà, puisque vous parliez tout à l'heure des terroristes, je faisais ce raccourci, monsieur le journaliste. Valérie, on en vient à notre petit point budget. Oui, et le compte à rebours, Adeline, continue. Après une petite pause le week-end dernier, décrié à gauche, eh bien, les députés ont repris leurs travaux hier, mais l'Assemblée nationale a jusqu'à dimanche prochain minuit pour débattre avant que le texte ne soit envoyé directement au Sénat. Mais pas de panique, Adeline. Le gouvernement assure que le budget ira bel et bien jusqu'au vote. Sauf qu'on apprend ce matin que plus personne ne veut vraiment voter pour ce budget. Regardez, les groupes de Renaissance ALR se seraient accordés sur le fait de ne pas voter pour la première partie du budget en raison de l'insincérité de certaines mesures adoptées. Une confidence de l'entourage du Premier ministre rapportée par l'AFP et qui n'est pas tombée dans les oreilles de sourds. Il semble qu'hier, les présidents de groupe du socle commun se sont entendus à Matignon pour, 1, accélérer les débats et 2, rejeter le texte, dont on peut se demander s'il aura une seule voix pour. C'est ça la réalité aujourd'hui sur le terrain, puisqu'il ne correspond à rien. Nous apprenons ce matin que le bloc central ne souhaite pas voter cette première partie du budget. Et nous souhaitons souligner l'irresponsabilité et l'immaturité de ces groupes parlementaires. Cette partie 1, à date, est difficilement votable parce qu'on a beaucoup de choses qui sont d'une incertitude soit conventionnelle, soit constitutionnelle assez forte. Et c'est assez délicat d'acter cette insincérité de cette partie du budget pour l'instant. Alors, si les délais sont tenus, eh bien, on pourra donc vérifier cette information, Adeline, dès dimanche prochain, peut-être même avant. Des délais très serrés, avec des débats qui parfois s'enlisent, s'embourbent, patinent. En fait, Valérie, on ne sait plus quel mot utiliser pour parler de la situation. C'est vrai, Adeline, mais le député écologiste Sébastien Pétavy, en situation de handicap et qui se déplace d'ailleurs à l'Assemblée, comme partout ailleurs, en fauteuil roulant, eh bien, il s'est quand même permis de rappeler hier que la langue française était assez riche pour éviter d'utiliser le vocabulaire du handicap quand il s'agit de faire des métaphores sur le budget. Il répondait au député Laurent Lardy. On les écoute. On parle de souveraineté numérique, mais attention, la souveraineté numérique, elle ne peut pas être hémiplégique. Rappel au règlement, monsieur le député. Merci, Madame la Présidente, pour la bonne tenue des débats. Article 100, ce serait bien que l'on évite d'utiliser des mots faisant référence au handicap, hémiplégie, autisme ou je ne sais quoi, quand on parle des situations, s'il vous plaît. Merci, monsieur le député. Oui, les mots ont un sens. Eh oui. Attention. Eh oui. Pour clore, on termine avec les travaux de la commission d'enquête sur la prise en charge de la santé mentale, parce que les députés ont auditionné quelqu'un qui est particulièrement concerné. Eh oui, Adeline, c'est Michel Barnier. Rappelez-vous, quand il était à la tête du gouvernement, il avait, dès septembre 2024, déclaré la santé mentale comme grande cause nationale. Les députés de la commission lui ont tout simplement demandé s'il fallait être directement touché pour se préoccuper de cet enjeu majeur. Et en effet, l'ancien Premier ministre a été très inspiré par sa propre histoire personnelle. Moi, ma propre famille était confrontée à une question de santé mentale grave. Ma propre mère a porté ce sujet familial dans un moment de silence. La solitude totale des familles touchées par cette question
Je l'ai vu externaliser ses problèmes personnels et familiales, en faire une cause publique. Probablement l'engagement personnel ou la sensibilité personnelle compte. En tout cas, elle a compté pour moi. Michel Barnier était l'une des 60 personnes auditionnées par la commission qui rendra ses travaux et ses propositions à la mi-décembre. C'est ça, Madame la Présidente ? Le 15 décembre. 15 décembre. Merci Valérie, merci à vous trois d'avoir été ce soir sur le plateau de Chaque Voix compte. Cette émission est rediffusée tout à l'heure à 23h30 et en replay sur le site lcp.fr. Merci Fanny et merci Laurent. Chaque Voix compte revient demain en direct à 19h30. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Jean-Pierre Gracien et des Badocs. Belle soirée sur la 8. À demain.